Bonjour, Monsieur Imlim. Bonjour. Bonjour, Saoulim. Je suis très content. Notre équipe également, équipe de Encore Info, en fait en français. Mais notre entreprise a trois langues, en fait. La langue cambodgienne, la langue anglaise et aussi la langue française, c'est-à-dire Encore Info. Et pourquoi notre journal Encore Info consacre, par exemple, la conversation avec les francophones, tout ça, c'est parce que normalement, à la fin de cette année, le Cambodge organisera le sommet de la francophonie au Cambodge. Et pourquoi je vous vois ici, Monsieur Imlim, professeur de tradition, professeur de français depuis très longtemps. Et votre langue est parfaite, en fait, par rapport à ma langue. Parfaite, non. Mais j'essaie de parler correctement cette langue que j'aime, qui me passionne, et puisque c'est une belle langue, donc il faut la respecter. Mais pourquoi vous dites le français c'est une langue très belle, pourquoi? C'est comme ça, c'est une beauté. À chaque fois que j'entends les discussions à la télévision, la sonorité, les sons, tout ça, c'est très beau, quoi. Voilà, c'est juste une beauté à l'oreille. La mélodie, tout ça, sonorité, mélodie. Mais pourquoi tous les francophones, non pas seulement vous, disent que, par exemple, le français est une belle langue, c'est une langue très jolie, tout ça, mais quelle est la définition? Est-ce que c'est seulement le sonore ou c'est quoi en plus de tout ça? Oh, ben moi je dirais que c'est plutôt ça, c'est d'abord la sonorité, la musique, la musicalité, et puis le vocabulaire, les structures des phrases. Voilà, c'est au niveau disons, physique de la langue. Voilà. D'accord. Donc, je reviens un peu vers le passé, il y a 30 ans, quand vous avez commencé, par exemple, à étudier le français. Il y a 30 ans, peut-être, c'est ça? Oui. 30 ans? Même un peu plus. Un peu plus. Même un peu plus. Qu'est-ce qui, par exemple, vous a motivé à choisir le français comme métier, par exemple? C'est une longue histoire. Oui. Tout d'abord, c'était pas un choix, comment dirais-je, c'était pas un choix raisonnable. C'était un choix passionnel. C'était ma passion. Je vais vous raconter une histoire. J'ai commencé l'apprentissage du français avec, si vous voulez, des cartons. Vous voyez les cartons là, comme par exemple derrière vous, les cartons CFI, médias, développement. Hein, ben à l'époque, je ne savais pas que c'était du français, mais je savais que c'était une langue occidentale. Et vous prononcez comment, par exemple? Non, je ne savais pas prononcer. Mais je regardais, j'ai dessiné les lettres. Hein, par exemple, je sais que le Z est un peu à l'envers du N. Mais tout seul, comme ça? Tout seul. Personne n'a vous dit... Non, parce que moi, je m'intéressais à la langue depuis tout petit, quoi. Mais la passion que vous avez eue vous-même ou la passion que vous avez de la part de vos parents? Non, c'était moi-même. C'est moi-même. Et j'ai donc dessiné le A et j'ai donné un nom. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai donné un nom et j'ai essayé de comparer le Z et le N, le W et le M. Hein, le W, vous voyez bien, si on le met à l'envers, ça fait un M. Mais c'était à quel âge, par exemple? J'avais 10 ans déjà, parce que je suis né en 68, donc du coup, pendant le régime des Khmers rouges, j'avais 7 ans. Donc entre 7 et 10 ans, c'était le régime des Khmers rouges. Dans la sortie du régime des Khmers rouges, j'avais donc 11 ans, 10 ans, 11 ans. Voilà. Mais ça m'intéressait énormément. J'ai dessiné. Et donc du coup, ma grande sœur, qui me voyait dessiner, elle qui connaissait un peu le français, donc elle m'a donné quelques leçons rudimentaires du français.
c'est-à-dire le B.A.-ba. Et quand j'ai dit B.A.ba, c'est vraiment le B.A.ba. B.A.ba, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire qu'elle sait dire que S.A. ça fait ça, M.I. ça fait mi, etc. Mais au-delà de ça, elle ne savait pas. Par exemple, E.A.U., elle ne savait pas dire que c'est O. Ou, j'en sais rien, O.I.N. Elle ne savait pas le dire. Donc, j'avais une base de la lecture, si vous voulez, du français. Et du coup, à l'époque, j'ai appris qu'il y a une enseignante, une enseignante de Khmer, de français, qui donnait des cours privés, pas très loin de mon village. Il faut dans savoir, les années 80 peut-être 84, je dirais, 84-85. D'accord. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était interdit. Apprendre une langue étrangère, surtout l'anglais et le français, c'était interdit. Et donc, je l'ai fait en cachette, si vous voulez. Et donc, cette professeure, cette enseignante de français, elle savait un peu plus que ma sœur. Votre sœur, d'accord. Donc, elle savait dire O-I-N, etc. Donc, voilà, j'ai continué comme ça dans ce cours privé. Et jusque ce qu'on appelle le Mogé tome 1, je crois. Le Mogé tome 1, vous voyez le Mogé. D'accord, oui, le Mogé, le livre Mogé. Oui, tome 1, tome 2, voilà. Tome 3, oui. Mais là, c'était tome 1, et donc je savais lire un peu plus, mais je ne parlais pas. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai dit à ma sœur, ma grande sœur, puisqu'elle était un peu comme ma mère, oui. Je lui dis, il faut que j'aille à Phnom Penh pour continuer les études en français. Et bien sûr, en khmer aussi. Et elle a accepté. Voilà. Alors pourquoi ma sœur? Parce que ma mère, elle savait pas, elle ne sait toujours pas. Elle ne sait pas lire ni écrire. Toujours pas. Ma mère a 95 ans cette année. Voilà. Donc c'est ma sœur qui savait lire, qui était un peu, qui avait un peu le rôle de ma mère. Elle a décidé à sa place. Et donc je suis parti à Phnom Penh et j'ai continué les études à l'école, au collège, au collège, oui. Et puis les cours privés avec une dame, une autre dame qui savait un peu plus que l'autre, que les deux autres. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et donc pour moi, c'était ma passion pour les langues. C'est pas seulement le français, j'ai même commencé l'anglais avant le français. Ah, le français, mais vous préférez le français à l'anglais? Non, c'était pas une préférence, c'était ce qu'on appelle les circonstances. C'était des concours de circonstances. D'accord. C'est-à-dire qu'avec l'anglais, je n'ai pas pu continuer parce que les enseignants... les personnes que vous avez rencontrées sont les francophones, en fait, à ce moment-là. Non, c'est après. D'accord. C'est après. Mais c'est pour parler de l'enseignement de l'anglais, les profs, ils arrêtaient au niveau de lesson 10, quoi. À chaque fois, j'ai même pris 3-4 profs différents. Mais à chaque fois, à la leçon 10, ils ont arrêté. Du coup, j'ai continué le français. Mais c'était quand vous avez exactement commencé à apprendre le français sérieusement, par exemple? Sérieusement, c'est plus tard, c'est-à-dire à l'université. Après mon bac, en 1989, après mon bac, donc j'ai passé un concours. À l'époque, c'était un concours d'entrée à l'université de Phnom Penh. Et donc voilà, j'ai été département admis. d'études francophones, c'est ça? Voilà, à l'époque, ça s'appelait pas encore, ça ne s'appelait pas encore le département d'études francophones, mais c'était un département de français à l'université royale de Phnom Penh. Voilà. Donc voilà, j'ai intégré cette université et voilà, ça a continué comme ça. Après, je suis parti en France plusieurs fois. Après, j'ai commencé à enseigner, tout ça, à partir de 1993. Donc, en fait, vous connaissez deux langues,
très bien, c'est-à-dire le khmer et le français. Donc, est-ce que quand vous pensez en français à la manière française ou vous pensez à la manière khmer? Est-ce que le français, vous êtes à penser en profondeur ou c'est en khmer? La réflexion, c'est en khmer ou en français? C'est pas facile à dire, mais moi je dirais que quand je parle français, je réfléchis, je pense en français. Quand je parle khmer, je réfléchis et je pense en khmer. Sauf une chose, tout ce qui est émotion, sentiment, là, c'est en khmer. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu plus fort en khmer qu'en français. Alors pourquoi? Ça, c'est l'émotion. C'est les émotions, tout ça. Les sentiments, tout ça. Les sentiments, tout ça. Sauf les interjections. Alors je le fais en français. Pourquoi? Parce que c'est moins insultant, à mon avis. C'est-à-dire quel mot Comme en par question? exemple merde, etc. Mais vous ne pouvez pas prononcer en khmer, c'est Si, parce si, que c'est vulgaire, c'est un peu Voilà. vulgaire. Si c'est en khmer, je trouve ça très vulgaire. Alors je l'ai dit en français, c'est moins vulgaire. Mais devant les khmer, par exemple, les Devant les Cambodgiens. khmer aussi. Ouais. Devant les khmer comme Mais ça. quand vous dites merde devant les Français, c'est aussi vulgaire, par exemple. Bien sûr, oui. Mais bon, pour les Français, ça va. Parce que D'accord. ils le considèrent comme normal, comme un jure. C'est pas insultant. Donc, Allez. par exemple, vous connaissez les deux langues, khmer et français. Et beaucoup de personnes disent que, par exemple, une fois qu'on parle en français, c'est très concis, c'est très clair. Et le khmer, c'est un peu répétitif, les phrases répétitives. Donc, c'est un peu lent, c'est pas très clair, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas? Je ne suis pas d'accord. Je suis Pourquoi? Parce que, alors, de dire que c'est répétitif, oui, mais c'est une particularité du khmer. On ne peut pas dire que c'est mauvais. On ne peut pas comparer une langue à une autre. C'est pas possible. Parce que chaque langue a sa particularité, chaque langue a ses spécificités, hein, comment dire ça, des exceptions, etc. Non, on ne peut pas comparer. Moi, Pour vous, le khmer est joli ou pas par c'est rapport au joli. français? Bien sûr. Pour Mais moi, qu'est-ce qui est joli? Qu'est-ce qui est... beaucoup de choses. Par exemple, comment on va dire en français, les assonances. Le khmer, c'est un peu comme des vers, comme la poésie. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple? Pas facile de donner un exemple, mais c'est un peu comme on lit le poème, quoi. D'accord? Donc, il y a les mots, parce que les mots sont très courts, monosyllabiques, bisyllabiques. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire des poèmes, comme chez les Ayai. C'est comme dans Ayai, dans le spectacle Ayai. Et donc, le khmer, comment vous dire, c'est une beauté. À part entière, c'est aussi une beauté. Comme toutes les langues, chaque langue a sa particularité. Moi, j'aime bien, pour ne pas exagérer, j'aime beaucoup de langues. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'apprendre, mais bon, avec les occupations, etc., je ne pourrais pas le faire. Moi, j'ai appris les chinois, j'ai appris le russe, j'ai appris le grec moderne, j'ai appris le thaï, j'ai appris un peu d'allemand, etc. J'ai pas pu accrocher, bien sûr, parce que c'était trop, j'avais d'autres choses à faire. J'étais marié, je le suis toujours. J'avais des enfants, donc j'avais d'autres choses à faire. Donc, j'aurais pu faire beaucoup de choses avec les langues. Et donc, pour revenir à la beauté des langues, chaque langue a sa particularité. Donc, le khmer, pour moi, c'est une beauté. Alors, c'est répétitif, oui, parce que c'est comme ça. C'est une langue qui est répétitive. Voilà. Le français n'est pas répétitif. Le français n'est pas répétitif parce que c'est comme ça. Parce que c'est une particularité de cette langue. Mais elle est belle pour autre chose. Vous voyez? Mais est-ce que le français est plus précis que le khmer, par exemple? Est-ce que, parce que tout le monde est un peu d'accord avec cette idée-là? Dans certains cas, bien sûr, oui. Mais c'est pas aussi précis que cela. C'est pas aussi précis que cela. Vous savez, il y a même un livre qui dénie cette idée de précision du français. Après, je vais vous donner des références par la suite parce que là, ça me revient pas à l'esprit. D'accord. Mais la précision a été mise en cause.
mise Ah en bon? cause, oui, 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 a été mise en cause par les spécialistes De langue. de langue. Dire que le français est précis, très précis, non, non, pas forcément. Pas D'accord. forcément. Donc, dites-moi, Monsieur Imlim, par exemple, quand vous pensez, est-ce que votre cerveau revient rapidement à la française ou à la khmer, par exemple? Oh, pour moi, je sais pas, mais je peux vous dire que quand Les deux c'est- langues sont. les deux langues, quand je parle français, je réfléchis en français. Les structures de phrases, tout ça. Parce que, justement, c'est pas la même structure. Parce que c'est pas la même logique. C'est pas, voilà, et c'est pas les mêmes automatismes. Vous savez, quand on parle, c'est l'automatisme. C'est-à-dire, on réfléchit pas trop. Il y a des phrases toutes faites qui sont là, qui sont dans la tête. Et qui sortent comme ça. Bah, comme vous parlez khmer. Quand vous parlez khmer, vous réfléchissez pas. Vous réfléchissez seulement au fil d'idées, n'est-ce pas? C'est D'accord. à la forme, L'enchaînement d'idées. l'enchaînement des idées, mais pas aux mots ni à la phrase, parce que les mots sont là, comme je viens de dire, parce que ça arrive comme ça, vous voyez, tout comme en khmer aussi. Quand vous parlez, c'est l'automatisme, D'accord. voilà. Donc, Mais quand vous parlez français oui. ou khmer, est-ce que quand vous parlez français, vous faites beaucoup de fautes grammaticales ou machin, tout ça, et en khmer, quelquefois, vous avancez et puis vous revenez comme ça, Ah l'idée? bah, bien sûr, tout le monde fait des erreurs. Hein, les erreurs de conjugaison, les erreurs de comment dire, Grammatical, par exemple. grammaticales, même de vocabulaire. Même en français ou Bah en khmer, oui, bah oui, d'accord. même en khmer, bien sûr. Ou comment dire ça, les erreurs lexicales, les erreurs de précision. Parce qu'en français, c'est des fois, pour parler de la précision, il y a une forme de précision. Il faut choisir des mots justes. Ce mot-là est mieux utilisé que l'autre, etc. Et voilà. Et quand on n'est pas natif, des fois, le choix de mots n'est pas bon. En khmer, c'est pareil. Hein. D'accord. Voilà, mais c'est pas le mot, mais ça doit être autre chose. Ça doit être, par exemple, en traduction, puisque c'est une traduction du français vers le khmer. Des fois, en khmer, c'est pas très beau, c'est pas très joli, quoi. Donc, vous avez obtenu également le master en sciences de tradition, tout ça. Est-ce que quand on parle de la tradition, la tradition simultanée, on dit la tradition simultanée ou la tradition écrite? Consécutive. Oui, oui. Est-ce que laquelle qui est la plus difficile, par exemple? Est-ce que la tradition simultanée, une fois que quelqu'un parle et vous traduisez rapidement comme ça? Si vous voulez, chaque façon de faire est différente, à sa particularité, à sa complexité, pardon. Par exemple, la traduction simultanée. Ce qui est difficile, c'est que c'est rapide, c'est le débit important du conférencier, de la personne, de la personne qui parle. Et c'est ça qui est difficile pour la traduction simultanée. Maintenant, la traduction consécutive, c'est-à-dire une personne parle pendant un certain temps et vous traduisez par la suite. Ah, Alors, la difficulté, c'est de faire un compte-rendu. Parce que des fois, la personne d'accord, il parle dans tous les sens. il s'emballe, il parle dans tous les sens. Et vous qui êtes derrière ça, vous n'arrivez pas à résumer les idées. Quelquefois, vous ne comprenez pas ce qu'il... Même pas. Bah oui, c'est ça. Oui. Et donc chaque façon de faire est différente. Mais dans ce cas-là, par exemple, comment vous vous débrouillez, par exemple? Eh ben, on se débrouille, voilà, comme on peut. Même les professionnels, hein, les grands professionnels internationaux, voilà, ils cherchent à résoudre les problèmes avec un plan B. En tout cas, faciliter la compréhension, parce que l'idée, c'est la compréhension, n'est-ce pas? Et donc, il faut faire des phrases pour que les auditeurs puissent comprendre la globalité des idées, quoi. Donc, quelquefois, ce n'est pas la perfection, non. Ah non, Non. jamais, même pour les professionnels. Hein. Si vous êtes devant un conférencier qui lit, par exemple,
qui lit son intervention, c'est fini. C'est fini pour les interprètes. Hein, bien sûr, il faut faire un compte rendu, mais ça reste difficile. Ça reste un exercice assez délicat. Oui. Et pour la traduction écrite, par exemple, on traduit en texte. Oui. Il y a aussi des complexités pour la traduction écrite. Bien sûr, on a du temps pour corriger, recorriger, refaire les phrases, etc. Mais pour la traduction écrite, il faut que ce soit parfait. Parce que là, il n'y a pas de prétexte, il n'y a plus d'excuses pour faire des fautes. Alors du coup, il faut faire des recherches, il faut chercher le mot juste, vous voyez, donc c'est encore une autre difficulté. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez du temps devant vous, pas avec l'interprétation simultanée. Oui. Donc pour vous, par exemple, vous travaillez sur les 3 trucs, par exemple la traduction simultanée, la traduction consécutive, la traduction écrite. Pour vous, laquelle vous préférez, par exemple? Moi, je préfère la traduction écrite. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, on a une marge du temps, on a du temps pour corriger, pour perfectionner, pour peaufiner les textes, tout ça. Donc, il y a moins d'erreurs. Voilà. Et ce que je déteste le plus, c'est la traduction consécutive. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens, les conférenciers ont tendance à parler trop. Oui. Voilà, à faire des phrases, ils s'emballent et c'est de plus en plus long. D'accord. Et des fois, c'est pas facile pour intervenir, pour l'interrompre, c'est pas facile. Là, du coup, c'est dur après pour traduire. Alors, l'interprétation simultanée, moi, je le place au milieu. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très difficile, mais c'est court. Oui. Hein, vous pouvez traduire. Finalement, vous avez vous pouvez traduire quelque chose qui est correct. D'accord. Hein, qui est rationnellement correct, qui est moyennement correct. D'accord. Vous voyez? Mais la traduction consécutive, quand la personne parle comme ça pendant 1 minute, allez traduire. D'accord. Donc, pour être bon en français, est-ce que vous avez des méthodes comme ça, en quelques lignes? Non. Chacun a sa façon de faire. Moi, je dirais que la seule chose à faire, c'est la lecture. La lecture. Là, pour approfondir le vocabulaire. Pour parler, il faut parler. Pour parler, il faut trouver les natifs, parler avec les natifs, se faire des amis avec les natifs, regarder les YouTube, hein, regarder les conférences en français, les conférences faites par les natifs français. Quand je dis natif, c'est-à-dire ça pourrait être un Suisse, ça pourrait être un Belge, un Canadien ou un Français. Voilà. Donc l'écriture, non, ça ne nous aide pas, non? Ça n'aide pas beaucoup. L'écriture, par exemple, vous dites tout à l'heure, c'est la lecture, tout ça, mais une fois qu'on écrit, par exemple, ça aide beaucoup ou pas, non? Si, ça aide quand même, Mais ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez parler plus qu'écrire ou voilà. D'accord. Donc il faut orienter votre besoin. Oui. Hein? Si c'est pour parler, converser, communiquer oralement, eh bien il faut parler avec les natifs. Il faut regarder les films, regarder YouTube, etc. Si vous voulez écrire, eh bien il faut orienter vers l'écriture. Donc il faut lire beaucoup. Voilà. Lire beaucoup, cela ne veut pas dire lire de A à Z. Hein, c'est ce que très souvent les étudiants ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand on lit, par exemple, un journal, je vous passe Le Monde. D'accord. C'est pas de lire du début jusqu'à la fin, mais de lire ce qui vous intéresse. Au moins lire les titres. Et après, quand c'est intéressant, il faut lire les textes. Voilà. Ce qu'on dit, peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, par exemple, une fois qu'on connaît le français, et puis c'est-à-dire on fait des études en français, tout ça, ça donne beaucoup plus de réflexion, de pensée en
en profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est quand même c'est une langue de Descartes, de René Descartes, qui est un grand. Quand on est cartésien, c'est-à-dire on a un esprit critique. Hein. Et donc, bien sûr, ça aide à réfléchir. Et puis, ça aide aussi à raisonner, à donner l'ordre aux mots, à la façon de parler, à un discours, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, à la fin de cette année, le pays, le Cambodge, va organiser le sommet de la francophonie. Pour vous, en tant que francophone, qu'est-ce que cela signifie le sommet de la francophonie, organisé pour la première fois dans le royaume du Cambodge, dans le pays du Souris notre roi a dit assez souvent que le sourire du Khmer, c'est le sourire de la francophonie. D'accord. Oui, c'est beau. C'est l'honneur pour le pays, pour un pays francophone comme le nôtre, de pouvoir recevoir les francophones dans le monde entier. Hein. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir comment dire ça, valoriser cette langue, cette belle langue qui est utile. C'est une langue internationale, qui est une langue de réflexion, qui est une langue, pour moi c'est une langue, une très très belle langue, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Im Lim. Merci beaucoup je vous en prie. pour votre temps et pour votre réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.